1949. Une île au large de l'Écosse. Isolée, froide, battue par les vents. Dans une petite maison en pierre, un homme tape à la machine. 2 doigts seulement. Chaque lettre est une agonie. Ses poumons saignent. Il crache du sang dans un mouchoir. Il sait qu'il va mourir. Bientôt. Mais il doit finir ce livre. Avant la fin. Il écrit sur un futur où le gouvernement regarde tout, entend tout, contrôle même ce que vous pensez, où l'histoire est réécrite chaque jour, où 2 + 2 = 5 si le gouvernement le dit, où vous êtes torturé, pas pour vous tuer, pour vous faire aimer votre tortionnaire. 6 mois après publication, l'homme meurt, 46 ans. Il pensait écrire de la science-fiction, un futur lointain, impossible. Il avait tort. 2013. Un lanceur d'alerte révèle que votre gouvernement vous surveille, constamment. Les ventes du livre explosent, plus 9000%. 2017. Élection. Alternative Facts. Le livre devient numéro 1 best-seller. 2024. Reconnaissance faciale. IA. Algorithme. Gen Z le cite plus que jamais. Pause. Réfléchissez. Vivons-nous dans le livre qu'il a écrit pour nous avertir? Son nom, George Orwell. Et ce que vous allez découvrir va vous glacer. Parce que peut-être qu'il ne nous avertissait pas du tout. Peut-être qu'il nous disait ce qu'il savait déjà arriver. Je suis votre guide dans les esprits qui ont vu ce que personne ne voulait voir. George Orwell. Mort il y a 75 ans. Mais son cauchemar vit encore, plus fort que jamais. Question pour vous. Combien de caméras vous ont filmé aujourd'hui? Vous ne savez pas. Personne ne sait. C'est exactement ce qu'Orwell a prédit. Cette vidéo est 100% factuelle. Source vérifiée. Aucune invention. Parce que la vérité est assez terrifiante. Abonnez-vous. Activez la cloche. Vous allez en avoir besoin. Première question mystère. Pourquoi un socialiste a-t-il écrit le livre anticommuniste le plus célèbre de l'histoire? La réponse va vous surprendre. Partie 1. L'Empire. Créer un oppresseur. 1903. Inde britannique. Un bébé naît. Son père supervise le commerce d'opium. L'Empire britannique drogue la Chine. Pour profit. Le petit Eric grandit en sachant son confort vient de la souffrance. Première leçon, le mâle peut porter costume 3 pièces. 1911, il a 8 ans. Envoyé en école préparatoire anglaise, Saint-Cyprian's, où les riches apprennent à gouverner les pauvres. Il écrit plus tard « J'avais la conviction que j'étais laid, impopulaire, que je sentais mauvais. Pas juste école, camp d'entraînement pour oppression de classe. » Mini cliffhanger numéro 1. Les enseignants frappent les élèves pauvres, caressent les riches. Le jeune Eric observe, apprend. Une question germe dans son esprit. Pourquoi les victimes acceptent-elles? Cette question va le hanter toute sa vie. 1922, 19 ans. Il fait un choix étrange. Au lieu d'université, il rejoint la police impériale en Birmanie. Pourquoi? Personne ne comprend vraiment. Mais 5 ans plus tard, il démissionne, brutalement. Quelque chose s'est passé là-bas, quelque chose qui l'a brisé. Moment deviné numéro 1. Que peut voir un jeune homme idéaliste dans une colonie pour le forcer à abandonner sa carrière? Partie 2. Birmanie, devenir le monstre. Birmanie, chaleur étouffante, jungle dense. Eric Blair, 19 ans, porte l'uniforme britannique. Son travail, maintenir l'ordre. Traduction, réprimer, punir, terroriser. Il voit flagellation publique, prisonniers torturés dans cellules sans fenêtre, hommes pendus pour vol mineur, femmes violées par ses collègues. Et le pire, il participe. Pas par sadisme, par système.
c'est son travail. Mini cliffhanger numéro 2. Un matin, ordre arrive. Un éléphant est devenu fou, a tué un homme. Eric prend son fusil, marche vers l'animal. L'éléphant est calme maintenant, paisible, innocent. Mais 2000 Birmans regardent, attendent le spectacle. Eric réalise quelque chose de terrifiant. Il doit tuer l'éléphant. Pas parce que c'est nécessaire, parce que s'il ne le fait pas, il paraîtra faible devant les natives. Le colonisateur devient esclave de sa propre image de colonisateur. Il tire. L'éléphant ne meurt pas immédiatement. Il agonise, lentement, bruyamment. Eric écrit plus tard « J'ai compris que quand l'homme blanc devient tyran, c'est sa propre liberté qu'il détruit. » Théorie spectateur numéro 1. Pensez-vous qu'Orwell a tué plus que l'éléphant en Birmanie? Combien d'hommes a-t-il torturé avant de démissionner? Il ne le dit jamais explicitement. 1927, il démissionne, rentre en Angleterre. Sa famille le méprise. Il a abandonné une carrière prestigieuse. Mais quelque chose en lui est mort en Birmanie. Et quelque chose de nouveau est né. Une obsession. Comprendre comment le pouvoir brise l'esprit humain. Partie 3. Descente. Vivre en enfer. 1928, Paris. Eric a 25 ans. Il travaille comme plongeur. Le travail le plus exploité, le plus dégradant. Cuisine de restaurant chic, chaleur insupportable, 16 heures par jour. Il dort dans une chambre minuscule, mange pain rassis, écrit la nuit. Pourquoi? Il ne cherche pas emploi, il cherche vérité. Il veut comprendre la pauvreté de l'intérieur. 1929, il tombe malade, pneumonie. Hôpital public parisien. Les médecins traitent les pauvres comme animaux, pas d'anesthésie pour opération mineure. Il observe tout, note tout. Mini cliffhanger numéro 3. Un patient meurt pendant la nuit, à côté de son lit. Les infirmières ignorent le corps jusqu'au matin. Eric regarde, silencieux, comprend. Pour le système, certaines vies ne comptent pas. 1929, retour Londres. Il fait quelque chose d'extrême. Il devient sans-abri, volontairement. S'habille en clochard, dort dans refuge, mendie. Pas pour écrire une histoire sensationnelle, pour comprendre comment société déshumanise. Théorie spectateur numéro 2. Était-il déjà fou à ce stade? Ou voyait-il quelque chose que personne d'autre ne voulait voir? Les refuges pour sans-abri, nourriture pourrie, lits infestés de punaises, surveillance constante, traitement comme criminel, pas victime. Eric note « Le crime des pauvres est d'exister ». 1933, il publie son premier livre, sous nouveau nom, George Orwell. Pourquoi changer de nom? Officiellement, protéger sa famille. Mais peut-être Eric Blair est mort en Birmanie, et George Orwell est né dans la pauvreté parisienne. Un homme nouveau, avec mission nouvelle. Exposer le mensonge. Un officier colonial devenu plongeur. Un homme qui abandonne tout pour vivre en enfer. Pourquoi? Pour comprendre ce que nous refusons de voir. Mais il manque encore une pièce. L'expérience qui va transformer sa compréhension du pouvoir. Une guerre, une trahison. Un mensonge si énorme qu'il va définir le reste de sa vie. Abonnez-vous maintenant, parce que cette partie est la plus sombre. Question suivante. Que se passe-t-il quand vos alliés vous trahissent? Partie 4. Espagne, la balle dans la gorge. 14h30 à 20h, 1936. Guerre civile espagnole. Orwell a 33 ans. Il part combattre le fascisme. Il croit en quelque chose, enfin. Barcelone, décembre 1936. Pour la première fois de sa vie, il voit société égalitaire, temporairement. Classes abolies, ouvriers au pouvoir, camaraderie réelle. Il écrit « Ça valait la peine de se battre ». Moment deviné numéro 2. Combien de temps pensez-vous que cet idéal a duré? Mai 1937. Front près de Huesca. Orwell est dans une tranchée. Nuit. Silence. Soudain, crac. Une balle traverse son cou. Il tombe.
sang partout, ne peut pas respirer, pense « je vais mourir ici ». Il ne meurt pas, la balle a manqué l'artère de millimètres, miracle, mais sa voix est détruite, pour toujours, faible, rauque, brisée. Mini cliffhanger numéro 4. Pendant sa convalescence, quelque chose de pire se passe. Ses alliés, les communistes soviétiques, attaquent son unité, pas les fascistes, les communistes. Ils accusent le POUM, groupe d'Orwell, d'être fasciste. Les socialistes qui combattent le fascisme sont accusés d'être fascistes. Pause. Réfléchissez. Comment est-ce possible ? Orwell réalise. Le mensonge peut inverser la réalité complète. Ses amis sont arrêtés, torturés, exécutés, par ceux qui étaient censés être ses alliés. Il doit fuir l'Espagne, avec sa femme Aileen, sinon il sera exécuté, pas par Franco, par Staline. Théorie spectateur numéro 3. Qu'est-ce qui est pire ? Être tué par vos ennemis ou être trahi et tué par vos alliés ? Orwell retourne en Angleterre, 1937. Il essaie d'écrire la vérité sur l'Espagne. Personne ne veut la publier. La gauche britannique refuse. Il préfère la propagande soviétique. Les journaux rejettent ses articles. Il publie finalement Hommage à la Catalogne en 1938. Vente 600 copies. Presque personne ne lit. Presque personne ne croit. Mais Orwell a appris la leçon finale. Le mensonge ne vient pas seulement de vos ennemis, il vient de partout. Cette leçon va créer 1984. Mini cliffhanger numéro 5. Mais d'abord, il doit écrire une satire, un conte pour enfants, sur des animaux de ferme, qui va devenir l'une des critiques politiques les plus dévastatrices jamais écrites. Partie 5. La ferme, tous égaux. 1943. Seconde Guerre mondiale. URSS égale allié de la Grande-Bretagne. Orwell décide d'écrire une satire de Staline. Timing catastrophique. La ferme des animaux. L'histoire. Animaux se rebellent, créent société égalitaire. Slogan. Tous les animaux sont égaux. Mais progressivement, les cochons prennent le pouvoir. Règles sont modifiées. Histoire est réécrite. Animaux exploités pire qu'avant. Ligne finale ajoutée. Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. Orwell essaie de publier. 1943 à 1944. 4 éditeurs refusent. Raison : trop anti-soviétique, politiquement inopportun. Pression gouvernementale subtile. Un éditeur écrit « hautement inopportun en ce moment ». Moment deviné numéro 3. Si vos alliés refusent de publier Vérité, sont-ils encore vos alliés ? Finalement, un petit éditeur accepte. 1945. Le livre est publié. Succès immédiat, massif. Premier succès d'Orwell, à 42 ans. Mais quelque chose le ronge. Il doit aller plus loin, plus sombre. Il doit montrer le cauchemar complet. Une satire refusée 4 fois, parce que Vérité était inconvenante. Mais la ferme des animaux n'était qu'un échauffement. Orwell a un dernier livre en lui, plus terrifiant, plus prophétique. Un livre qui va redéfinir comment nous comprenons pouvoir. Question finale. Vivons-nous dans le monde qu'il a décrit ? Abonnez-vous, vous allez le découvrir. Partie 6, 1984. Le cauchemar final. 1946. Île de Jura, Écosse. Isolée, froide, battue par tempête. Orwell s'y installe, seul. Il est mourant, tuberculose avancée. Ses poumons se désintègrent. Il tape, 2 doigts. Chaque lettre est douleur. Il crache du sang, continue à taper. Il sait qu'il va mourir, mais il doit finir. Le livre, 1984. L'histoire, Winston Smith, Londres, 1984. Le monde est divisé en 3 super-États totalitaires. Guerre perpétuelle, surveillance totale.
Winston travaille au ministère de la Vérité. Son travail ? Réécrire l'histoire. Modifier journaux anciens pour correspondre à version actuelle du parti. Le passé n'existe pas objectivement. Il existe seulement comme le parti le dit. Les concepts qui vont vous glacer. Big Brother, visage partout. Big Brother te regarde. Probablement n'existe même pas, juste symbole. Télécran, dans chaque maison. Émettent propagande, mais aussi surveillent. Vous ne savez jamais quand ils observent, donc vous devez toujours vous comporter. Exactement comme caméra aujourd'hui. Novlangue, langage conçu pour limiter pensée. Pas de mot pour liberté au sens politique, donc impossible de concevoir liberté politique. Si vous ne pouvez pas nommer quelque chose, pouvez-vous le penser ? Double pensée, croire deux contradictions simultanément. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Et y croire vraiment, sincèrement. Ministère de la vérité égale mensonge. Ministère de la paix égale guerre. Ministère de l'amour égale torture. L'intrigue, l'horreur psychologique. Winston questionne, secrètement. Écrit journal, crime. Tombe amoureux de Julia, crime. Rejoint prétendue résistance dirigée par O'Brien. C'est un piège. O'Brien est agent du parti. Winston est arrêté. Emmené au ministère de l'amour. La torture commence. Pas pour punir, pas pour tuer, pour changer ce que vous croyez. O'Brien torture Winston jusqu'à ce qu'il croie vraiment que 2 + 2 = 5. Pas juste dire, croire. Mini cliffhanger numéro 6. Il y a une salle, salle 101. Contient votre pire peur personnelle. Pour Winston, rat. O'Brien met cage de rat affamé sur visage de Winston. Winston hurle. « Faites-le à Julia, pas à moi, à Julia !» Il trahit celle qu'il aime pour sauver sa peau. Le livre se termine. Winston assis dans café, lobotomisé émotionnellement. Regarde télécran. Big Brother annonce victoire. Une larme coule sur sa joue. Dernière ligne, il aimait Big Brother. Ce n'est pas victoire, c'est mort spirituelle complète. Juin 1949, 1984 est publié. Janvier 1950, Orwell meurt. 46 ans. Il ne verra jamais l'impact. Mais aurait-il été surpris ? Regardez autour de vous. Caméra partout, surveillance. Smartphone trace tout, télécran. Fake news, ministère de vérité. Alternative facts, double pensée. Histoire réécrite sur Internet, contrôle du passé. Algorithme décide ce que vous voyez, contrôle de l'information. Orwell n'a pas écrit science-fiction. Il a écrit manuel d'instruction. Question finale pour vous. Vivons-nous dans 1984 ? Réponse honnête, pas exactement. Mais nous vivons dans version plus subtile, plus insidieuse. Pas totalitarisme brutal, mais contrôle algorithmique. Surveillance volontaire. Nous donnons nos données. Manipulation consentie. Nous savons, mais continuons. Orwell nous a avertis. Avons-nous écouté ? Vous décidez. Abonnez-vous, partagez, résistez. Parce que comme Orwell a écrit, dans une époque de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Dites la vérité, même quand inconvenante, surtout quand inconvenante.